puis on a le plaisir de recevoir ce matin le sociologue Michel Vivorca. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez réactualisé et vous republiez demain votre livre « L'antisémitisme expliqué aux jeunes », sorti pour la première fois il y a 10 ans maintenant. Et alors dans ce livre, vous imaginez une discussion entre la jeune Lise et un professeur. Mais alors je le dis tout de suite, c'est pas seulement à destination des jeunes ce livre. Moi j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre qui est très pédago, comme par exemple que l'antisémitisme, au départ, ça signifie la haine des sémites. Et les sémites, ce sont aussi bien les juifs que les arabes. Ça, je ne savais pas. Bah écoutez, ça fait partie effectivement de l'histoire de ce fléau. Les racistes en général, les antisémites de façon plus particulière, ne sont jamais embarrassés par leurs contradictions, par leurs fautes de raisonnement, etc. Ouais. Donc tout le monde utilise cette expression en oubliant effectivement son origine. Oui. Mais très vite, ça n'a désigné plus que la haine des Juifs. Voilà, ce qui n'empêche pas bien des antisémites d'être aussi anti-arabes, anti-musulmans, etc. C'est un autre problème. Et puis, vous n'hésitez pas aussi à poser des questions dérangeantes, comme par exemple, est-ce qu'on peut vraiment reconnaître un Juif ? Donc, bien sûr que non, mais ça vous permet de rappeler qu'il y a tous les types physiques, toutes les couleurs de peau chez les Juifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur a parfois demandé de porter imposé de porter un signe distinctif. Alors, je crois, puisqu'on rentre dans le vif du sujet comme ça, avec des questions aussi lourdes, je crois que l'idée raciale classique du juif, elle est obsolète, elle est périmée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'obsession de dire « Oh ben, vu la forme de son nez, ou que sais-je, cette personne est certainement juive ». On est passé à autre chose. C'est pas forcément mieux, mais c'est autre chose. L'antisémitisme physique, si je peux dire, qui dit les juifs ont telle et telle caractéristique physique, c'est daté, et ça a quand même sombré avec le nazisme. Et puis, vous remontez quand même aux racines de ce racisme, de cette haine des juifs qui remonte pour vous aux premiers chrétiens qui accusent les juifs d'avoir crucifié le Christ. On ne parle pas d'ailleurs d'antisémitisme encore à l'époque, on parle d'antijudaïsme, c'est ça. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, je réponds dans une seconde, mais auparavant juste... Certains spécialistes, des historiens, disent qu'il y a même existé de la haine des Juifs dans l'Antiquité, avant le christianisme. Mais on va laisser ça de côté, c'est des discussions de spécialistes plutôt. En tout cas, vous avez raison, avant l'antisémitisme, c'est-à-dire l'idée que les Juifs, c'est une race, il y a eu l'anti-judaïsme, c'est-à-dire les Juifs, c'est une religion. Et ça, c'est né quand le christianisme est apparu, s'est étendu, et où un certain nombre de Juifs se sont convertis au christianisme, mais beaucoup ont refusé. Et à ce moment-là, a commencé à se construire l'idée que les Juifs ne veulent pas reconnaître Jésus, qu'ils sont coupables de sa mort. On a dit que les Juifs, c'est un peuple déicide qui a tué Jésus. Et donc, on leur faisait deux reproches. Un, ils ont tué Jésus, et deux, ils ne veulent pas se convertir. Voilà. C'est les deux reproches qui ont marché et qui marche encore. Et ça a marché très longtemps, parce que cet anti-judaïsme de certains chrétiens, alors vous dites d'ailleurs aussi bien catholiques, orthodoxes que protestants, pour vous, ça a duré près de 2000 ans, jusque dans les années 60, c'est ça ? Alors, vous avez raison, ça n'a pas totalement disparu. Il y a encore, dans le christianisme, parmi des chrétiens, des gens qui détestent les juifs pour des raisons religieuses, mais il y a eu un moment, un grand tournant. C'est au début des années 60, fin des années 50, je crois, début des années 60, au tournant, c'est le Concile Vatican II. C'est-à-dire, on réunit tout ce que le christianisme, tout ce que le catholicisme compte de responsable pour un concile où on discute d'un certain nombre de choses. Et le résultat le plus important de ce concile, c'était de dire on en a fini avec l'anti-judaïsme. C'est fini, on n'en veut plus, et on va modifier la pédagogie, le catéchisme, un certain nombre de choses, et on passe à autre chose. Alors ça, c'est la décision. Après, il faut du temps pour qu'elle se transforme. Et ce que vous expliquez finalement, c'est que jusqu'à ces années 60, l'anti-judaïsme, il était finalement assez peu présent chez les musulmans. Ça n'existait pas vraiment. C'est-à-dire que ça existait, mais ailleurs. C'est-à-dire que les musulmans, en France, il y en avait très peu. La montée de l'islam en France, c'est les années 70-80. C'est-à-dire, on en a pris conscience. Je vais vous dire exactement quand on en a pris conscience en France. Quand Gilles Kepel a publié un livre qui s'appelait « Les banlieues de l'islam ». Ça devait être en 87 ou 88. Brusquement, on a découvert qu'il y a beaucoup de musulmans en France. Mais à ce moment-là, on ne parlait pas vraiment de haine des juifs chez les musulmans. Le thème a monté beaucoup plus tard,
à la fin des années 90 plutôt. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas très loin de la période actuelle. Non, on apprend énormément de choses dans ce livre. Une dernière chose surprenante aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains discours politiques comme ceux de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, par exemple, qui reprochent à une partie des immigrés de pas suffisamment s'intégrer ou de pas même s'assimiler dans le pays. Eh bien, vous nous racontez qu'à partir du 19e siècle, on a commencé à reprocher l'exact inverse aux Juifs. Ils étaient trop assimilés et ça, c'était suspect. Alors, c'est intéressant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'antisémitisme et tous les racismes, en fait, c'est plein de contradictions. Donc, les uns vous diront, les Juifs, c'est les capitalistes, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est les médias. D'autres vous diront, mais non, les Juifs, c'est la révolution, c'est les gauchistes, bon, etc. Et donc, on va dire des choses totalement contradictoires, tout simplement parce que l'antisémitisme, c'est une construction, c'est une invention. On invente des complots. Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, le tsar s'est fait livrer en quelque sorte ce qu'on appelle les protocoles des sages de Sion, qui est un document qui raconte que des Juifs en secret sont réunis quelque part qui dirigent le monde. Pour diriger le monde et le conduire évidemment à sa perte, à sa fin. Alors oui, il y a de ça. Et pour vous donner un dernier exemple de contradiction... Un document qui continue à circuler d'ailleurs encore aujourd'hui sur les réseaux. Oui. Tout à fait. On peut se le procurer sur Internet. Ouais. C'est un document totalement faux. Tout le monde. On a la démonstration par les meilleurs historiens qui soient que c'est un faux, que c'est une totale fable, mais ça marche. Pour vous donner un dernier exemple de contradiction récente. Jusqu'à peu, l'ambassade des États-Unis en Israël était non pas à Jérusalem, mais à Tel Aviv. Et puis Donald Trump a dit, on va la déplacer, on va l'amener à Jérusalem. Et pour l'inauguration de cette nouvelle ambassade, il y a quelques années seulement, on fait venir 2 ou 3 leaders d'églises protestantes américaines. Eh bien, ces 2 personnes, ils étaient 2, je crois, c'était des gens qui étaient d'un côté amoureux d'Israël et d'un autre côté connus pour leurs sermons antisémites. Ouais. Donc voilà, eh ben, tout ça ne gêne pas, tout ça passe. Et on va continuer à parler de ce livre et de sa triste actualité, l'antisémitisme expliqué aux jeunes de Michel Vivorca. Ça sort demain aux éditions du Seuil et nous on se retrouve tout de suite sur Europe. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Vous recevez le sociologue Michel Vivorca. Pour un livre à mettre entre toutes les mains, l'antisémitisme expliqué aux jeunes, que vous publiez dans une version augmentée de 2 nouveaux chapitres, écrits après les massacres du 7 octobre et quelques jours après une nouvelle attaque contre la communauté juive, un incendie volontaire contre la synagogue de la Grande Motte. Ça, c'était samedi dernier. Les attaques antisémites, elles ont quasiment triplé depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière, nous dit le ministère de l'Intérieur. C'est évidemment très difficile, vous le dites dans ce livre d'ailleurs, de faire des comparaisons dans le temps, mais est-ce que vous diriez que l'antisémitisme n'a jamais été aussi fort en France depuis la Seconde Guerre mondiale ? Je serais prudent. Parce que aujourd'hui, la classe politique, l'État sont très vigilants, bien plus qu'à d'autres époques. Donc, il y en a, je vais vous le dire de façon très imagée. L'antisémitisme, ça transite par plusieurs formes. Ça peut être de la violence, ça peut être des préjugés, ça peut être de la ségrégation, ça peut être de la discrimination, ça peut être beaucoup de choses. Mais tout ne monte pas en même temps ou au même rythme. Donc vous pouvez avoir moins de préjugés antisémites, je crois que c'est le cas aujourd'hui en France, à l'échelle du pays, et plus de violence. C'est ça. Alors est-ce que vous direz que ça monte ou ça descend si... Olivier ? Vous dites la classe politique est très prudente. On a bien vu aussi qu'il y a une partie de la classe politique à l'extrême gauche qui a agité, alors non pas l'antisémitisme, mais l'antisionisme. Et j'imagine que dans votre mise à jour de votre livre, vous avez un chapitre là-dessus. Antisionisme, l'antisionisme est devenu le nouvel antisémitisme. Et derrière l'antisionisme se cache aussi cette antisémitisme, mais c'est moins condamnable par les tribunaux en quelque sorte. Alors là, vous faites ouvrir un volet compliqué. Hein. Ouais. Excusez-moi, je vais faire un tout petit tunnel. Bon. Mais il faut. L'antisionisme, c'est l'idée que l'État d'Israël, un État pour les Juifs, ne devrait pas exister. C'est ça. Et c'est une idée d'abord juive. Jusqu'à la fin du 19e siècle, en même temps que des gens disaient on va créer un État, ça sera l'État d'Israël. Il y avait des débats au sein de la communauté juive. D'autres disaient, soit pour des raisons religieuses, soit pour des raisons politiques, non, on ne veut pas de ça. Donc, ils étaient antisionistes, si vous voulez. Ils n'étaient pas du tout antisémites. Aujourd'hui, ça a pris un autre tour, et il faut distinguer 2 choses. Si vous dites, je déteste la politique de Netanyahou, la politique du gouvernement, vous n'êtes pas
antisioniste, vous critiquez un gouvernement. Si vous dites il faut détruire l'État d'Israël, il faut mettre les Juifs à la mer, les tuer, les égorger, s'en débarrasser, vous dites quand même autre chose. Et si vous appelez ça de l'antisionisme, dans les deux cas, vous créez de la confusion. Donc je crois qu'il faut distinguer la critique du gouvernement israélien, je fais partie des gens qui critiqueront à fond sa politique, et l'idée qu'il faut interdire l'existence d'un État juif. Et c'est cette idée-là qui est antisémite, parce que si on ne dit ça d'aucun autre État. Après tout, vous avez des États arabo-musulmans, pour le dire vite, dont les gouvernements ne valent pas beaucoup mieux que celui de Netanyahou. Ou je vais prendre encore un autre exemple. Si je vous dis les ayatollahs en Iran, c'est terrifiant, c'est des barbares, etc. Mais vous ne dites pas il faut détruire l'État iranien. Et donc l'antisémitisme apparaît dans l'antisionisme quand l'antisionisme c'est je veux la destruction de cet État. Mais il y a des zones d'ombre, il y a des zones intermédiaires entre ça et critiquer Netanyahou. Vous voyez, voilà. Et en même temps, vous dites que c'est important de se rendre compte et d'expliquer que tous les Juifs ne sont pas responsables de la politique du gouvernement israélien. Bon, écoutez. C'est comme si on faisait porter aux orthodoxes la responsabilité des erreurs de Poutine, par exemple. C'est un peu la même chose. Mais si vous allez en Israël, vous verrez que beaucoup de citoyens de ce pays sont très critiques de la politique de leur gouvernement. Ouais. Le Parlement va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Exactement. Donc, grande démocratie. Exactement. On revenait il y a un instant sur l'histoire de l'antisémitisme qui a parcouru au fil du temps, et ça c'est très intéressant de le lire dans votre livre, des strates très différentes de la population. C'est là où on retrouve votre métier de sociologue. À quoi on a affaire aujourd'hui? Qui sont les antisémites de 2024? Alors, là encore, c'est compliqué. Excusez-moi, je suis obligé d'introduire à chaque fois de la nuance et de la complexité. Mais il le faut, je pense. Alors, premièrement, il faut bien savoir que le degré de connaissance dont on dispose est très variable. Je prends les actes antisémites recensés par le ministère de l'Intérieur, ce dont vous avez parlé il y a un instant. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais on ne sait pas vraiment qui est coupable. Il y a eu 2 affaires intéressantes. C'est une histoire de coups de tampon sur des immeubles, sur les façades. Sur des façades d'immeubles, avec, je crois, les couleurs d'Israël, ou le drapeau peut-être même d'Israël. Enfin, c'était l'étoile de David. Ou l'étoile de David, tout simplement. Et l'histoire des mains rouges. Dans les 2 cas, on s'est aperçu que ça venait peut-être de Russie, de Bulgarie, de pays de l'Est. Et donc, pour vous le dire simplement, on n'a pas élucidé beaucoup de ces actes antisémites. On peut faire des hypothèses, mais tant que la justice, la police n'ont pas arrêté les coupables, jugé les coupables, alors on a des hypothèses. Ensuite, donc vous avez des actes mal élucidés. Ensuite, vous avez des discours à la gauche de la gauche, je l'appellerai comme ça. La gauche de la gauche et l'extrême gauche, vraiment. Là, vous avez des propos limites. Je suis d'accord avec ce que vous disiez il y a un instant. On ne sait pas trop où commence et où ne commence pas l'antisémitisme. Certains sont poursuivis pour apologie de terrorisme. Voilà. Donc là, quand il y a des poursuites, quand la justice tranche, mais la justice, elle dispose de catégories qui ne sont pas forcément parfaitement limpides aussi. C'est pas toujours facile de juger. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans le monde, disons, issu de l'immigration arabo-musulmane, je vais le dire comme ça, à l'intérieur de cet univers, oui, il y a des haines antisémites. C'est très clair, ça existe. Dans le monde de la politique qui se réclame électoralement de ces populations, il y a des choses... qui s'intéressent à leur vote. Et qui veulent capter leur vote. Là, il y a des choses que j'appellerais troubles. Vous voyez, je serais prudent, je dirais pas... Jamais je n'irais dire que c'est la même chose, les gens qui essaient d'incendier une synagogue et les discours de la France insoumise. Ça n'est pas exactement du même ordre. Et la question, si vous permettez que je synthétise un peu tout ceci, la question c'est, il y a des préjugés, il y a des actes, il y a des discours, il y a de la violence, il y a plein de choses, mais tout ça, on ne sait pas jusqu'à quel point ça va former une mayonnaise qui va prendre. Il y a l'importation du conflit israélo-palestinien aussi. Ah mais alors, maintenant, vous ouvrez la question du sens. Quel est le sens de tout ça? Aujourd'hui, c'est dominé par 2 choses. La première, c'est ce que vous dites. Tout le monde le sait. C'est la projection sur le sol français
de ce qui se passe là-bas et qui retraduit dans des catégories quand même un peu comme si la police française et l'armée israélienne c'était la même chose. C'est ça, l'identification aux Palestiniens. Voilà, en fait, donc des identifications aux Palestiniens dans ce que la cause palestinienne peut elle-même avoir chez certains de terroristes, etc. Donc ça c'est... on voit bien que tout se mélange. Vous avez vu à la Grande Motte, l'auteur radicalisé avec non seulement équifié, mais un drapeau palestinien. Exactement. Donc c'est la plus grande confusion. Je rappelle que la cause palestinienne, au départ, n'était pas religieuse. Hein, donc tout ça évolue. Et la deuxième chose, dont on n'a pas encore parlé maintenant, mais qui est très important, à partir des années 70, oui, c'est relativement récent, on a vraiment pris conscience dans le monde occidental de ce qu'avait été Hitler, la destruction des Juifs d'Europe, Auschwitz et tout ça. On en a pris conscience tardivement. Beaucoup de gens ont découvert ça avec le film de Claude Lanzmann qui s'appelle Shoah, 1985. Et au début, pendant 15 ou 20 ans, il y a eu une espèce de sidération. Tout le monde était sidéré, évidemment, de découvrir cette barbarie. C'était bon. Et puis les années ont passé. Et puis les gens ont commencé à dire, mais attendez, il y a eu d'autres génocides, il y a eu d'autres souffrances historiques, il n'y a pas que les Juifs, et puis, enfin bon. Et on a commencé à mettre en cause, sinon l'existence, il y en a quelqu'un qui ont même mis en cause l'existence même de la Shoah, du moins son importance historique, ou le soi-disant monopole, etc. Et aujourd'hui, sa portée n'est plus la même. Voilà. Et donc ça a perdu cette force de sidération. Voilà. Et donc, c'est le deuxième phénomène important, après, donc, Israël-Palestine, pour aller vite, et l'épuisement de la sidération liée à la Shoah. Et tout cela est très bien expliqué, Michel Vivorca, dans l'antisémitisme expliqué aux jeunes et aux moins jeunes. On l'entend à ce micro. On va continuer à en parler, et puis